Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéolandia du samedi soir. Y aurait-il au pôle Nord ou au pôle Sud une entrée pour aller à l'intérieur de la Terre creuse? Tout est vibration, dit-on. Voyage au centre de la Terre. Nous sommes samedi le 11 mars pour le Vidéolandia numéro 11. Le 11-11, c'est le signe de la porte. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. On rencontre aujourd'hui M. Daniel Aran, auteur en ufologie, très prolifique. Il aborde le dossier de la Terre creuse, rencontre avec l'humanité intraterrestre. Et comme on voit, il y a aussi un supplément dans le club créé. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia à orandia.com. La musique de Daniel Morancy, soutien technique Emmanuel Stéphane Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale. Conception du site du club créé, François Deschamps, Webmac. Se pourrait-il qu'il y ait au pôle Nord ou au pôle Sud, comme au milieu d'un ouragan, dans l'œil de l'ouragan, une entrée vers l'intérieur de la Terre creuse? C'est un sujet qui me tient vraiment très à cœur. Bonne émission. Bonjour. Bien, nous avons une rencontre aujourd'hui pour un thème, un sujet très particulier, je dirais très insolite. Puis en plus, en rapport avec le phénomène soucoupe volante extraterrestre, on va parler aujourd'hui de ceux qui ne sont pas extra, mais intra. Vous comprenez ce que ça veut dire en voyant la Terre, là? Ben oui. Alors, je vous le présente, notre invité qu'on a reçu il y a déjà, avant la pandémie, là, il y a 2 ans et demi, notre ami M. Daniel Aran. Bonjour. Bonjour Richard. Bonjour tous les auditeurs. Ah, c'est un grand plaisir de vous retrouver. La tempête pandémique que vous avez passée à travers sans trop de difficultés. Sans trop de difficultés. Oh, ça veut dire que vous avez été brassé... Non, pas par la tempête pandémique directement, mais par les conséquences de l'apparition de mes 2 livres précédents, avec des conséquences physiques en moi. Bon, c'est à peu près passé maintenant. Oui, c'est passé. C'est comme un orage, hein. Ça fait des ravages, ça fait de la destruction collatérale, comme on dirait, oui. Bien, écoutez, vous vous êtes lancé sur un sujet qui me passionne. Quand j'ai débuté mes émissions en 1976 au Québec, j'ai tout de suite commencé à dire au public, pensez pas que ce sont toujours des extraterrestres qui nous visitent en soucoupe volante. Et là, vous êtes bien placé parce que vous êtes l'auteur d'un autre livre qui est en rapport avec les apparitions d'ovnis ou de phénomènes autour des centrales nucléaires. Oui. Et la question qu'on se pose, comment peuvent-ils venir des confins de l'univers très rapidement dès qu'ils ouvraient des silos de fusées intercontinentales à ogive nucléaire ou qui étaient immédiatement aux abords d'un phénomène qui pouvait se produire aux centrales nucléaires. Ils ne peuvent pas arriver des confins de l'univers parce qu'ils apprennent qu'il y a un silo qui vient d'être ouvert. Alors qu'on le sait par les rencontres avec le docteur Stephen Greer au Disclosure Project à Washington, que des militaires, des gradés sont venus avouer que oui, on a vu très souvent des ovnis, des UFOs, au moment où les silos étaient ouverts. Le simple fait de les ouvrir, il arrivait une soucoupe volante. Et il paralysait toute la base. Hein? Vous avez entendu parler de ça? Bien sûr. Ben oui, dans votre livre, vous en parlez. Alors, c'est clair, ils viennent pas de très loin. Alors, il reste 2 possibilités dont on va parler ensemble. Et là, je vous laisse le terrain pour nous expliquer, parce que vous avez écrit un livre. On va le voir sur l'image. L'avez-vous à portée de main? Oui.
D'ailleurs, on le voit sur le poster ici. Ben oui, c'est ça, je le reconnais. Et là-dessus, Monsieur Aran, là, ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai vu le titre que vous lui avez donné. Rencontre avec l'humanité intraterrestre. Oui, C'est totalement différent d'un livre comme celui-ci où on les fait passer pour, je sais pas trop, mais des horribles, des monstres ou en tout cas oui. les gens qui les auraient rencontrés ont eu une peur épouvantable. Alors que là, vous leur attribuez le titre d'humanité, d'humain Oui. qui vivent à l'intérieur de la Terre. Alors j'ai très hâte de voir jusqu'où vous allez nous conduire à l'intérieur de la Terre. Et Ah, j'ai envie de rebondir un petit peu sur votre introduction quand vous avez rappelé qu'il est connu maintenant de ceux qui s'intéressent au sujet simplement, qu'il y a un grand nombre de soucoupes volantes ou d'ovnis qui ont été observés près des centrales nucléaires. Et vous posiez la question, comment se fait-il qu'ils viennent aussi vite des confins de l'univers? Mais quand on parle des confins de l'univers, c'est déjà une hypothèse que ces ovnis viendraient de l'extérieur, des confins de l'univers. Ce que j'ai montré dans mon livre, en m'appuyant sur des sources évidemment, qui sont vérifiables, c'est que ces ovnis, ou plutôt ces êtres intelligents associés aux ovnis, ils viennent pas des confins de l'univers, et je dirais même qu'ils sont toujours là, qu'ils sont toujours là. On ne les voit pas, et c'est que quand ils ont besoin de se manifester, quand ils ont besoin de se faire voir, quand ils ont besoin d'intervenir dans les silos de missiles nucléaires, par exemple, que là, ils se densifient, ils se rendent visibles et on peut les observer. Mais bon, j'anticipe un petit peu sur ce que je vais dire tout à l'heure, en expliquant que selon ma compréhension maintenant, ces êtres intelligents qui sont là, et ils sont là, parce qu'ils viennent de l'intérieur de la Terre, et ils sont présents, ils sont très préoccupés par toutes les activités nucléaires qui ont été développées par les hommes. et vous mettez le doigt sur la réalité que personne n'ose aborder dans le domaine scientifique parce qu'ils disent on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves. Alors, je vous laisse aller parce que j'imagine que vous connaissez déjà les dossiers de Olaf Jensen ou de l'amiral Byrd et de Oui, plein d'autres, là. Alors, allez-y, Daniel Arans, c'est passionnant, le phénomène des intraterrestres. Et quand on appelle ça une humanité intraterrestre, ça se rapproche de nous, ça, beaucoup, beaucoup. absolument. Et merci d'être passionné par le sujet et de me donner la parole, parce que effectivement, je me suis moi-même très intéressé sur le sujet depuis 3 ans à peu près. Et je dirais d'abord que pourquoi je me suis intéressé à ce sujet, alors que jusqu'à maintenant, les intraterrestres, oui, pour moi, c'était une idée, c'était une hypothèse, mais j'accordais pas davantage d'importance parce que j'avais pas de connaissances. Pourquoi je me suis intéressé à ce sujet? Bien simplement parce que c'est une continuation des recherches antérieures pour moi que j'ai mises dans mes livres précédents. Et voilà, je ne peux pas ne pas faire le lien avec, si je me permets de montrer, Ah oui, les- allez-y. Oui, oui, vous êtes très, très bienvenu de les montrer, bien sûr. voilà, Alors, montrez-le bien. Oui, OVNI, enlèvement extraterrestre. Puis, ce qui est écrit en tout petit que je peux pas lire, c'est quoi? des découvertes fascinantes. Voilà, c'est un livre que j'ai publié, donc ça fait 2 ans ou 3 ans, pour mieux faire connaître le phénomène d'enlèvement d'êtres humains dans les ovnis, ou le phénomène d'abduction, comme on le dit en anglais. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment au sujet. Dans le livre suivant, qui est ici, La plus grande tromperie de l'histoire humaine, et enquête inédite sur les enlèvements par des extraterrestres, Et là, je... là, on a vu sur l'image un, un personnage avec une grosse tête, des grands yeux. Oui, Oui, c'est à cette occasion-là que je vous avais reçu. voilà, Oui. voilà. Dans ce livre-là, je me suis intéressé pour analyser la nature et l'origine de ces êtres qui sont les auteurs de ces enlèvements. Et bon, je ne peux pas ne pas faire la remarque que ce livre a été écrit, je l'ai terminé en décembre 2019,
la pandémie, ou plutôt toutes ces crises soi-disant sanitaires, et plus que ça, ont commencé en Europe, en tout cas en mars 2020, 3 mois après. Et voilà, dans le livre en question ici, je me suis rendu compte après coup que j'avais mis en lumière les forces qui, selon moi, sont à l'œuvre dans tous les événements que l'humanité traverse depuis 3 ans. Les événements qui ont été préparés de longue date. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour moi, et je me permets d'insister en disant que si on veut avoir une vision profonde des forces réelles, ça veut dire des forces occultes qui sont à l'œuvre aujourd'hui, au-dessus du niveau humain, bien, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre-là, et c'est lié au phénomène d'enlèvement d'êtres humains dans les ovnis. Et pour ceux qui connaissent un peu le sujet, donc, je mettrai les points sur les i en disant que les auteurs de ces enlèvements sont ceux qu'on appelle habituellement des reptiliens, des êtres reptiloïdes. Voilà. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, rencontre avec l'humanité intraterrestre, je disais que c'est une suite de mes recherches précédentes. Pourquoi? Parce que dans le livre précédent en particulier, La plus grande tromperie de l'histoire humaine, j'avais été amené donc justement à montrer qu'il y a des forces malveillantes, des êtres qu'on dit extraterrestres malveillants, qui sont les auteurs de ces enlèvements d'êtres humains dans les ovnis. Et en m'appuyant sur un livre de David Jacobs, Il marche parmi nous, c'est le titre du livre qu'il a donné dans sa version francophone en tout cas, j'ai compris que, et ça a été confirmé par d'autres sources, que ces enlèvements d'êtres humains ont donné lieu à des manifestations sexuelles. Bon, c'est connu, mais encore une fois, connu uniquement de ceux qui s'intéressent au sujet, et qu'en conséquence, il y a une race d'êtres hybrides qui a été créée, hybride entre les reptiliens et les humains. Et j'ai expliqué, encore une fois, en m'appuyant sur le travail de David Jacobs, que à force d'hybridation avec des êtres humains, bien que ces hybrides ont une apparence complètement humaine, une apparence physique complètement humaine, et ça veut dire que David Jacobs le disait, et j'appuie complètement ce qu'il disait, il y a des millions d'êtres apparemment humains qui vivent parmi nous dans la société notre société aujourd'hui, et qui ne sont pas complètement humains. Et c'est lié à tous les événements, à tous les bouleversements qui traversent l'humanité actuelle. C'est ce que vous appelez des hybrides. Hybrides. Voilà, c'est le terme qui a été proposé par David Jacob, justement. Oui. Mais hybride, pourquoi? On comprend que c'est un mixte entre hybride, enfin, humain, puis hybride, des hybrides. Donc, c'est des hybrides qui sont complètement humains en apparence, mais qui ne sont pas complètement humains en esprit, puisqu'ils n'ont pas d'esprit au sens propre du terme. Ils n'ont pas cette composante spirituelle supérieure qui est le propre des êtres humains authentiques. Oh là. Voilà. Tout ça, c'était des là, rappels. vous ouvrez tout un dossier, hein, c'est incroyable parce que là, vous êtes rentré dans la métaphysique, dans la spiritualité. Alors, on rejoint aussi peut-être la mythologie des dragons. Michel Archange qui terrasse le dragon qui est un reptile. Un dragon, c'est un reptile. Oui. C'est comment est-ce qu'il l'appelle, le dragon de Komodo, là? C'est un genre de lézard, là, quelconque, là. Mais, Oui. alors, allez-y, je vous écoute. Non, votre livre est arrivé, ben, il n'est pas arrivé au Québec, il arrive automatiquement par Amazon ou par tous les réseaux de distribution des livres. Il est disponible sur le marché maintenant, là. Oui, oui. Voilà, ce que je disais jusqu'à maintenant, c'était justement juste pour replacer les choses dans le contexte par rapport au livre qui fait l'objet de la conférence d'aujourd'hui, de l'entretien d'aujourd'hui. Alors, je me réfère de nouveau au livre précédent où j'avais montré donc qu'il y avait ces
extraterrestres malveillants qu'on appelle les reptiliens. Mais tout montre dans ce qui se passe autour de ces actes-là, tout montre qu'il y a aussi d'autres soi-disant extraterrestres, on les appelle extraterrestres, enfin non humains en tout cas, encore que tous les termes que j'utilise sont discutables. Je répète, tout montre qu'il y a aussi d'autres êtres qui sont eux bienveillants et qui nous soutiennent, ce qu'on appelle dans la littérature ufologique, qu'on appelle les nordiques. Et autant dans mon livre précédent, je me suis attaché, ou j'ai proposé en tout cas, de donner une explication sur l'origine réelle, la nature réelle des reptiliens, j'ai montré que ils peuvent être, en tout cas, en m'appuyant sur des sources spirituelles, sur Steiner en particulier, qu'ils peuvent être rattachés à l'humanité, mais ils se sont séparés de nous dans notre humanité en étant très très anciens à l'époque lémurienne. Bon, encore une fois, je me rapporte au livre précédent. Mais on parlait aussi des êtres qu'on appelle les nordiques, des extraterrestres nordiques, dont on ne sait rien de l'origine et de leur nature. C'est pour ça qu'il y a une question qui a été laissée sans réponse et à laquelle je me suis intéressé dans le livre actuel, puisque l'un des chapitres de mon livre actuel, donc Rencontre avec l'humanité extraterrestre, l'un des chapitres, je me suis attelé à analyser l'origine de ces nordiques et en disant que il y a une hypothèse qui est tout à fait plausible, que ces extraterrestres nordiques seraient en réalité des intraterrestres. Voilà. Mais avant de parler de ça, je crois qu'il faut commencer par le début. Autrement dit, qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on peut dire de ces intraterrestres? Quoi on peut parler de ces êtres intraterrestres et des êtres humains qui habitent l'intraterre? Bien, je me suis intéressé, vous l'avez cité tout à l'heure, je me suis intéressé d'abord à ce qu'on appelle le récit de l'amiral Byrd. Alors, encore une fois, les gens qui connaissent le sujet de la Terre creuse connaissent bien ce sujet, mais très peu de gens à l'extérieur le connaissent, encore aujourd'hui, c'est dommage. Mais le récit de l'amiral Byrd, il a vécu une aventure extraordinaire, dans tous les sens du mot, le 17 février 1947. 1947, donc il était, imaginez qu'il était aux commandes de son avion, donc avec son... Il était vraiment dans l'armée américaine, en mission qu'on appelait High Jump, oui. Et c'était Richard Evelyn Byrd. C'est un homme d'expérience, de compétences, et c'est pas un farfelu là, qui arrive avec une histoire qu'il a racontée. Vous allez l'entendre, Monsieur Aran va nous la raconter assez rapidement, parce que succinctement, on en a parlé, nous, sur l'émission, assez souvent d'ailleurs, mais il faut savoir que pourquoi mondialement, on n'en entend pas parler beaucoup, parce que quand il a commencé à dire qu'il avait vécu une expérience avec des personnages à l'intérieur de la Terre, on l'a mis sur la tablette, puis on a fait disparaître à peu près tous les dossiers pour éviter que ça enlève de la crédibilité à l'armée américaine. Oui. Les faits sont là, c'est ça. Allez-y. Oui. Alors, pourquoi cette aventure que je vais raconter très rapidement est arrivée à l'amiral Byrd? Parce que c'était justement un amiral et qu'il avait une grande notoriété aux États-Unis en particulier, à l'époque, puisqu'il avait été un pionnier des aventures polaires, au pôle Nord comme au pôle Sud. Et déjà en 1929, au pôle Sud, il avait fait une rencontre extraordinaire. Et il faut savoir que il avait le projet à ce moment-là de survoler le pôle Sud. Et il avait dans son équipage, ils étaient 4, en plus de lui, en plus de pilote, il y avait aussi un radio amateur, enfin non pas amateur, un radio professionnel, avec tout l'équipement pour se relier en direct jusqu'à New York. C'était en 1929, c'était une première. Et il y avait d'autre part aussi un photographe professionnel pour prendre des photos et pour
prendre des films. Alors, ce que l'on sait a posteriori, c'est que donc, il avait le projet donc, de faire un reportage radiophonique, le projet de faire un reportage photo ou filmé, qu'il a fait, mais tout a été fait pour supprimer ces reportages dans les archives. Autrement dit, aujourd'hui, maintenant, il n'existe rien de ces reportages. Mais heureusement qu'il y a eu des chercheurs qui sont intéressés au sujet et qui ont rapporté des témoignages que, ça se passait en 1930, hein, vite après le survol du pôle Sud de 1929, il y a des témoins qui se sont fait connaître, qui ont rapporté que Richard Bird avait commenté dans les films vidéo, en salle, le reportage qu'il avait fait au pôle Sud. Et il avait aussi commenté en temps réel sur des ondes de radio de son voyage au pôle Sud, mais qui avait été coupé dès qu'il avait annoncé des choses qui n'étaient pas, on va dire, politiquement correctes. Parce que imaginez que, alors que dans un premier temps, il survolait des champs de neige et de glace, bon, il approchait du pôle Sud, et tout d'un coup, il annonçait que il survolait des paysages verdoyants, qu'il avait trouvé une vallée, qu'il avait observé une rivière, qu'il avait même observé un gros animal qui ressemblait à un mammouth. Et là, c'était trop, la communication avait été coupée. Et voilà, et le reportage a été supprimé des archives. Alors, Richard Bird a été empêché d'en parler davantage et il n'a eu de cesse, dans la suite de sa carrière, de refaire un nouveau survol du pôle Sud pour essayer de renouveler son expérience. Et il a pu le faire, il n'a pas pu le faire avant le 19 février 1947. Et c'est ça qui fait l'objet, donc, ce qu'on appelle le récit d'Admiral Byrd. Alors là, ils étaient deux cette fois. C'est lui qui pilotait. Il avait un mécanicien radio à ses côtés. Et là, il s'est passé la même chose, d'après le récit qui lui est attribué. Alors là, je vais très vite. Il y a beaucoup plus de détails dans ce que l'on peut trouver sur Internet, dans les livres. Hein. Oui. Le livre qu'a écrit Alone, seul. Oui. Et donc, on peut imaginer que après quelques heures de vol, à un moment donné, les commandes de l'avion ne répondaient plus correctement. Et puis, il a commencé à voir de loin une montagne dégagée qui n'aurait pas dû être là, qui n'était pas connue. Puis, en s'approchant de la montagne, il a vu des paysages verdoyants, il a vu une vallée, il a vu un fleuve, il a vu des animaux, il avait la vie de plus en plus, quoi. Et il a perdu le contact avec sa base, le contact radio. Et après les moments de flottement avec les commandes, bon, il a continué à voler. Et à un moment donné, ça paraît extraordinaire, les commandes ne répondaient plus du tout. Mais il a continué à voler et il s'est rendu compte qu'il était soutenu par des forces qui n'étaient pas les forces conventionnelles de l'avion. À un moment donné, il a entendu un message radio qu'il invitait nommément, on l'appelait l'amiral Byrd. Et puis, bon, je vais très très vite, ça paraît extraordinaire comme ceci. Son avion a été pris en charge alors qu'il ne commandait plus rien. Son avion s'est posé tranquillement au sol. Il a été accueilli par des hommes comme vous et moi, des êtres humains comme nous. Donc, on n'était pas dans notre monde matériel, hein. On était visiblement dans notre monde, notre espace-temps, un monde parallèle. Et ces deux hommes l'ont conduit auprès d'eux. Mais il a compris qu'il était invité, il avait été convoqué, c'est le mot qui a été utilisé dans le récit, convoqué par un maître auprès duquel il a été amené. Il lui a expliqué pourquoi il avait été amené là, mais en raison de sa grande notoriété, de sa grande probité, l'amiral Byrd, il avait été choisi, c'est comme ça qu'on lui a expliqué, choisi pour témoigner auprès des autres êtres humains, de l'humanité,
témoigner de ce qu'il avait vécu, autrement dit, témoigner de l'existence de ce monde à l'intérieur de la Terre. Oui. J'écris à l'intérieur de la Terre avec des guillemets parce qu'on verra ce qu'il faut entendre. On n'est visiblement pas dans le monde matériel ordinaire, on est dans un monde parallèle, je disais. Oui, mais l'avion, lui, qui a été sustenté, amené à l'intérieur, il était physique, matériel comme nous, puis il n'a pas changé de forme, là. Il est demeuré un avion en tôle, là, comme on a ici. Incroyable. Tout à fait. Et de même que les hommes qu'il a vus étaient des hommes qui paraissaient en chair et en os comme vous et moi. Ça, OK, c'est ça, c'est pas fantomatique, là. Ils passent pas la main à travers, là. Voilà, tout à fait, oui. Est-ce qu'ils étaient géants ou ils étaient de la même hauteur qu'un être humain ordinaire? Oui, tout à fait de même taille et Ah de oui? même OK. race apparente, je dirais, dans un premier temps, que nous. Oui, que des hommes blancs, quoi, je dirais. Parce que Olaf Jensen, lui, le Norvégien, qui est passé vers l'intérieur de la Terre par le pôle Nord, alors que l'amiral Byrd, c'est par le pôle Sud, il a rencontré des êtres géants. Il dit, lui, qui était déjà bâti, Olaf Jensen, un bon pêcheur norvégien, il arrivait à peu près aux genoux. Oui, Tellement les êtres étaient géants, là, vraiment gigantesques. voilà, oui. Parce que visiblement, ça, Daniel Aran, c'est sûr que c'est intéressant de vous écouter. On a déjà discuté de ça sur l'émission. Alors, pour les gens, vous savez, sur YouTube, il y a beaucoup d'informations du cas de l'amiral Richard Byrd. Et c'est bon d'en parler parce qu'il faut que les gens sachent. Les gens dans votre parenté qui n'aiment pas entendre parler de certaines affaires, ben là, c'est pas des farfelus. L'amiral Richard Byrd, c'était une autorité sur le plan militaire. Quand il est allé, quand vous me dites au pôle Sud, en 1947, ben, il y avait porte-avions, il y avait des sous-marins, il était vraiment super organisé militairement, là. oui, Et il y avait eu la puce à l'oreille, les Américains, c'est ce qui les fatiguait. C'est qu'à la suite de la Deuxième Guerre mondiale qui venait de se terminer en 45, puis là on est en 47, juste le temps de s'organiser, de se préparer, il y avait eu des infiltrations d'informations qui venaient des Allemands, qui, eux, disaient oui à l'intérieur de la Terre. Puis Adolf Hitler, il était obsédé par la Terre creuse. oui. Alors, oui, là, je saute peut-être des étapes. Je ne veux pas brûler votre démarche, mais il ne faut pas qu'on s'étire trop longtemps sur le cas de l'amiral Byrd. C'est vrai que c'est le plus crédible qui nous rejoint vraiment. On sent qu'il n'y a pas de manipulation derrière ça. Et malheureusement, vous le faites valoir, les autorités ont effacé. En tout cas, c'est peut-être dans des X-Files quelque part, là, dans des endroits secrets où tout ça est conservé parce que c'est incroyable. Alors, je vous laisse aller, mais j'ai hâte d'entendre des choses originales là, qui sont pas Oui. courantes sur le sujet. Allez-y. Et je suis obligé d'insister encore un petit peu. Bon, oui, Parce que allez-y. ça fait partie d'une partie importante de mon livre. Oui, j'avoue. J'ai rassemblé d'autres informations que je n'ai pas encore dites là, qui m'ont permis d'authentifier ce récit. Parce que c'est ça la question fondamentale. Ce récit ne peut pas être authentifié par les autorités, puisque ça n'existe pas selon les autorités. Son carnet de vol a été pris par les autorités dès qu'il est arrivé après qu'il a rencontré ses supérieurs au Pentagone, et il a été interdit d'en parler pendant toute sa vie. Donc on l'a empêché d'en parler. Donc rien ne permet d'authentifier le récit. Bien, justement, j'ai pris la peine de rassembler toutes les informations que j'ai pu trouver pour conclure que, selon moi, il n'y a pas de doute possible, le récit est authentique. Et juste pour insister encore un petit peu, parce que j'ai déjà fait allusion à quelques éléments, c'est que après son vol premier en 1929, je disais, j'ai expliqué que tout a été fait pour supprimer dans les archives les traces de ce vol. Eh bien, c'est pareil pour le vol de 1947. Visiblement, l'amiral Byrd a fait en sorte que, s'il ne pouvait pas en parler au cours de sa vie, il a fait en sorte que ceci soit diffusé après sa vie, après sa mort plutôt. Et dès 1959, 2 ans après sa mort, bien, le récit a été publié dans un livre de Ray Palmer à l'époque. Mais imaginez que dans
les journaux qu'il avait publiés, qui sortaient de l'imprimerie, ils sont sortis de l'imprimerie, ils sont jamais arrivés aux éditeurs, pardon, ils sont jamais arrivés dans les bureaux dans les kiosques, hein. Ils ont été supprimés entre-temps, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment. Donc il y a vraiment des forces à l'œuvre présentes du début à la fin pour faire en sorte que les êtres humains ne connaissent pas le récit et l'aventure de l'amiral Byrd, alors qu'il avait été choisi pour témoigner auprès des hommes, ce qu'il avait rencontré à l'intérieur de la Terre. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir que ça existe, et selon moi, c'est obligatoirement authentique. Voulez-vous dire que les autorités américaines, particulièrement les militaires, ils sont conspirationnistes? Dites pas que on va les affubler. Je n'ai pas peur de dire que je l'ai écrit en toutes lettres dans mon livre. Ah oui? Oui, dans le livre La plus grande tromperie de l'histoire humaine, je me suis permis de dire que tout était une conspiration, effectivement, avec toutes les preuves que j'avais apportées dans le livre en question, La plus grande tromperie de l'histoire humaine. Ah, ça soulage ceux qui se sont fait traiter de conspirationnistes durant la pandémie. C'est pas vous qui avez créé. Non, non, ça existait déjà dans les Non, autorités américaines. Alors, c'est quand même. Il faut réaliser que ce simple petit récit d'un individu en autorité crédible qui a été camouflé, combien d'autres dossiers ont été cachés? C'est pas croyable, hein? Alors, on voit l'histoire, bien qu'il y a quelque chose d'important, là. Alors, j'ai hâte qu'on aille dans le royaume intérieur, savoir, mais qu'est-ce que c'est qui se passe là-bas? Et qu'est-ce que vous avez, vous, découvert? Parce que vous n'êtes pas allé, vous, personnellement, mais c'est parce que vous grattez toutes les informations que vous pouvez trouver sur le sujet à tous les oui. niveaux et sans discrimination. Vous faites pas de censure. Faut pas parler de ça parce que je vais être ridiculisé si on lit mon livre. Non, vous vous dites, on met sur la table toute l'information qu'on peut retrouver. Alors, je vous laisse aller. Bon, au-delà de ce chapitre que j'ai consacré donc, à l'amiral Byrd et son récit pour l'authentifier, mais après je me suis intéressé à l'aventure aussi qui est extraordinaire. Vous avez fait allusion des pêcheurs norvégiens, Olaf Jansen et son père, qui eux aussi étaient dans une recherche spirituelle. Et ils étaient des pêcheurs, donc ils sont partis de Norvège en direction du nord. Et il se trouve qu'après un grand nombre de péripéties et de tempêtes en mer en particulier, mais ils se sont retrouvés dans un autre monde, et alors qu'ils naviguaient toujours vers le pôle Nord. Ils se sont retrouvés engagés dans une rivière qui était dans une région tempérée. Ils ont rencontré un navire, euh, ils ont été, enfin, ils ont pu rencontrer les occupants de ce navire, bon, etc. Je ne vais pas beaucoup développer parce que c'est pas la partie la plus essentielle de mon livre, mais je m'y suis intéressé aussi pour montrer que cette histoire extraordinaire, elle est pour moi authentique aussi, mais visiblement, Olaf Jansen et son père sont entrés dans un autre monde différent de celui dans lequel est entré l'amiral Byrd, puisque vous disiez tout à l'heure, il a rencontré des géants et non pas des hommes comme nous, bon, etc. Tout a été fait, justement, et qui sont à l'œuvre aujourd'hui encore, hein, mais qui sont présentes de très longue date, tout a été fait pour qu'on nous laisse dans l'ignorance. Et exemple, parmi bien d'autres, tout ce qu'on disait tout à l'heure, le récit de l'amiral Byrd, tout a été fait pour qu'il soit occulté, qu'il soit censuré. Et on a beaucoup de mal à le faire connaître, justement. Et juste un mot par rapport aux êtres de la nature, enfin, au crop circle, justement aux agroglyphes, j'étais amené à montrer aussi que ce ne sont pas du tout des œuvres des extraterrestres. Ça, c'est la croyance dominante qui ne repose sur rien. J'étais amené à montrer que, et je rappelle que je suis scientifique au départ, quoi, hein, mais
je me suis ouvert à bien d'autres sources de connaissances, j'étais amené à montrer que ce sont des œuvres des êtres de la nature dont les anciens connaissaient bien l'existence, et nous, les hommes de notre époque, on a complètement oublié leur existence, encore une fois parce que tout a été mis en œuvre pour qu'on oublie la réalité des mondes parallèles qui sont présents autour de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Dans tout ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant, les crop circles, les ovnis, il ne s'agit justement que de mondes parallèles qui sont habités par des êtres intelligents, mais qu'on ne voit pas parce qu'ils sont dans les mondes plus subtils que nous. Voilà. Et puis, bon, il y a une dernière partie dont je ne pouvais pas ne pas parler aussi, qui est super importante et qui a fait l'objet de mon 5e chapitre dans mon livre. C'est, vous connaissez, j'imagine, mais là aussi c'est très peu connu, sauf des gens qui s'intéressent de façon approfondie à ce sujet. Je veux parler de la découverte archéologique exceptionnelle qui a été faite en Roumanie en 2002 et 2003. Très rapidement, en 2002, les Américains ont découvert en Roumanie, sous le mont Boucégi, une très grande cavité qui n'était pas ouverte vers l'extérieur, c'est pour ça qu'elle n'était pas connue. Ils l'ont découverte à partir des observations de leur radar à bord des satellites artificiels. Et ensuite à ça, ils ont été intrigués, ils ont pris contact avec le gouvernement roumain. Il y a une très très grande lutte diplomatique intense qui a eu lieu. C'est important de le rappeler, parce qu'encore une fois, les Américains ont tout fait pour que les découvertes à venir soient maintenues secrètes. Et heureusement, le gouvernement roumain a tenu bon et a pu faire en sorte que une grande partie, pas tout, mais une grande partie quand même des découvertes soient publiées. Et ça fait l'objet de plusieurs livres qui s'appellent Découvertes au mont Boucégi, avec l'auteur Radu Sinamar. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes découvertes de notre époque, parce que ça nous ouvre l'esprit, ça nous ouvre la connaissance vers des mondes parallèles, insoupçonnés complètement. Pourquoi vous dites parallèle alors qu'on a affaire à un avion qui descend, il rencontre des êtres, il parle avec eux, il revient dans son avion et c'est pas dans une autre dimension, c'est un espace qui est là et il entre dans un sas ou il rentre dans une cavité, comme vous avez dit en Roumanie. Il paraîtrait aussi que c'est relié aux pyramides d'Égypte par des corridors souterrains. Donc, on est encore dans l'intérieur de la Terre, l'intra-terre. Oui. Mais là, vous avez mélangé, je crois, deux petites choses qu'il faut veiller à ne pas mélanger, selon moi. Quand on parle tout à l'heure de l'aventure l'amiral Byrd, moi, ma compréhension, c'est qu'il est rentré, ou il est entré dans un monde parallèle, parce que dans ce monde matériel, au pôle sud, tous les gens qui sont allés au pôle sud, et il y a quand même du monde qui va, il y a des bases scientifiques, il n'y a pas d'ouverture matérielle au pôle sud. Donc pour moi, on ne peut comprendre le récit de l'amiral Byrd qu'en acceptant l'idée qu'il est entré dans un monde parallèle, donc qui n'est pas ce monde matériel, qui n'est pas ce monde matériel dense. Même si vous releviez tout à l'heure qu'il est allé avec son avion, qui était toujours un avion qui volait avec ses ailes, qu'il a rencontré des êtres en chair et en os, oui, mais c'est dans un plan qui apparemment est plus proche du plan éthérique, et ce n'est pas ce monde matériel dense dans lequel nous vivons, nous, à la surface de la Terre. C'est super important pour moi, sinon on ne peut pas comprendre la Terre creuse si on n'accepte pas l'idée qu'elle n'est pas creuse au sens matériel du mot, il n'y a pas d'ouverture matérielle concrète au pôle nord et au pôle sud, mais elle est ouverte dans le sens où elle donne accès à des mondes intérieurs entre guillemets, parce qu'ils sont dans des mondes parallèles. Tout repose là-dessus pour moi. Parallèle, mais en surface, comme nous sommes en surface. Autrement dit, eux ne vivent pas en dessous d'un plafond de roche ou de matière. Ils sont
face au cosmos, comme nous, ici en surface, mais avec notre corps physique, biologique qu'on a présentement au taux vibratoire qu'on est. On est sur l'extérieur d'une partie géologique. Eux seraient à l'extérieur de la Terre, dans une dimension qui est d'une vibration plus élevée, si on veut, un peu comme Théard de Chardin qui expliquait le noosphère, puis la géosphère. Est-ce qu'il y a quelque chose Oui. dans ça? Parce que vous avez lâché un mot, là. La semaine prochaine, je reçois un physicien à mon émission. C'est Monsieur Emmanuel Ransford, qui est un Oui. physicien français. Et puis, je suis bien ami avec. Ça fait des années qu'on communique ensemble lorsqu'il y a quelque chose. Et je l'amène sur la piste de l'éther. Cette réalité éthérique. Vous avez dit le mot éthérique, là. Oui. Et vous êtes aussi scientifique. Comment vous pouvez conjuguer toutes ces connaissances qui sont pas encore prouvées? Parce que Emmanuel Ransford m'a prévenu. Il dit, tu sais, c'est des sujets qui ne sont pas encore prouvés en laboratoire. Vous avez parlé de Rudolf Steiner au début, à un moment donné, vous l'avez lancé, le mot Steiner, Rudolf Steiner. Moi, j'ai reçu un invité pendant des années qui s'appelle Bernard de Montréal, parce qu'il voulait garder son nom de famille privé, là, pour sa vie privée. Et il nous a introduit et instruit sur le plan éthérique, le monde éthérique. On s'en va vers un monde éthérique. Et un jour, on pourra voir avec nos yeux et entendre dans le monde éthérique qui est juste là, tout près, mais dans une autre dimension. Comment vous percevez ça, cette réalité éthérique? Et c'est ça la plus grande difficulté quand on veut concevoir ces mondes-là, parce que nous, et quand je dis nous, c'est tout le monde, tous les êtres humains, on est dans la même civilisation. On a été formés dans cette civilisation. Donc, pour représenter autre chose, on essaie de le représenter, mais à partir de ce que l'on connaît. Mais on a été conditionné pour vivre dans ce monde matériel. On n'a pas été conditionné pour avoir conscience de ces autres mondes parallèles. Donc, on ne peut pas se les représenter comme si c'était dans notre monde matériel. Donc, c'est très difficile pour nous de se représenter ceci. Mais pour moi, il faut faire un effort intellectuel en disant que dès qu'on pénètre vers l'intérieur de la Terre, les scientifiques ne disent pas ça. C'est pour ça que on ne peut pas se limiter aux connaissances scientifiques. On ne peut pas comprendre sinon. Je dis, dès qu'on pénètre vers l'intérieur de la Terre, on pénètre de façon conséquente, hein, mais on apprend à partir des explorations, des observations qui ont été faites en Roumanie, en particulier, j'ai pas eu le temps d'aborder ça encore, on apprend que dès qu'on va vers l'intérieur de la Terre, automatiquement, on se rapproche du plan éthérique. Et quand on est dans le plan éthérique, on n'est plus dans le monde matériel. Là, vous êtes dans une phase extrêmement intéressante et je dirais novatrice, là, parce que les gens qui écrivent sur la Terre creuse, là, en général, ils s'en vont tous dans le domaine matériel, puis ils restent dans le domaine matériel. Oui. Et c'est rare qu'un scientifique comme vous, puis la semaine prochaine, avec Emmanuel Ransford, physicien, il me prévient que le monde éthérique, ce n'est pas reconnu scientifiquement comme tel. On peut pas mesurer, peser, puis se rendre. Mais là, je vous amène, tiens, je sais que vous n'aviez pas terminé, mais je vais faire un raccourci pour peut-être vous provoquer quelque chose avec certaines drogues, les champignons magiques, l'ayahuasca en Amérique du Sud. Les Incas entrent en relation avec des êtres, des personnages, avec certaines drogues, incluant même le LSD, avec certaines doses. Les Américains ont découvert qu'il y avait moyen de voir des êtres. Et ça, là, c'est un autre monde. Et quand dans les églises, ils utilisent beaucoup des parfums, là, qu'on appelle des encens, là, mais bien souvent, les encens avaient comme vocation, comme fonction, d'élever la conscience des êtres parce qu'on mettait dans ça des herbes hallucinogènes. Et les gens voyaient des anges passer dans le ciel, dans l'église, etc. Je veux vous dire là que si vous avez des intérêts pour aller faire un autre livre, là, c'est de vous emmener dans le monde du cerveau. Avant de parler de l'intelligence artificielle des robots, là, il faudrait peut-être commencer à bien comprendre notre cerveau
des capacités du cerveau. Et avec ces capacités qui sont très réduites continuellement et des interdits, qu'on parle de l'amiral Byrd, ben, il y a des interdits sur faut pas toucher à certaines choses parce que l'être humain, oui, mais on le prive de découvrir qui il est. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ben, moi, je suis un Oui. ésotériste, je suis pas un scientifique. Et je sais très bien que c'est la règle à suivre. Allez-y, Daniel. Et bon, il y aurait tellement de choses à dire, ouais. Mais j'ai envie de revenir sur ce que vous disiez à l'instant, bien connaître notre cerveau. Mais justement, quand on exprime ceci, on est encore trop limité par la vision matérialiste dans laquelle on a été conditionné. Parce que, pourquoi je dis ça? Et je pense à certaines expériences de mort imminente, dont tout le monde a entendu parler, ou de NDE si on veut, où il y a des témoignages, par exemple, de quelqu'un qui a subi une mort imminente et qui, pendant qu'il était sous opération à l'hôpital, qu'il était déclaré cliniquement mort, il s'est promené, sa conscience s'est promenée dans la pièce où il était, et il y a un témoignage qui rapporte qu'il est allé lire ce qu'il y avait sous la table sur laquelle il était allongé. Et quand il est revenu à la vie après, il a témoigné ceci auprès de ses médecins, chirurgiens, qui ont été ébahis, évidemment, de, de confirmer que ce qu'il avait vu, ce qu'il avait lu sous la table était réel. Donc, c'est pas son cerveau qui est allé sous la table. Donc, c'est sa conscience qui est différente, indépendante du cerveau. Et c'est ça qui est important de comprendre déjà. Et je disais tout à l'heure, c'est très difficile, et ça ne peut être que très difficile, de se libérer de ces conditionnements, du fait que le monde ne serait que matériel. Mais, bon, juste encore un élément, pour ceux qui s'intéressent à la vie humaine au-delà de la mort du corps physique, bien, que ce soit les religions ou en tout cas les spiritualités, plutôt, expliquent que l'être humain passe dans un monde éthérique, puis dans un monde astral, un monde spirituel, avant de se réincarner. Et tout ça, ça laisse des traces, ça peut laisser des traces. Et le monde éthérique, c'est un monde parallèle qui ne nous est pas visible, mais qui existe. Une autre source de compréhension, peut-être aussi, il y a un grand nombre un relatif grand nombre de témoignages qui rapportent qu'il y a des êtres, bon, qu'on dit extraterrestres par exemple, qui tantôt sont visibles, tantôt sont invisibles. Et pour moi, ça veut dire qu'ils peuvent maîtriser la densité de leur corps. Ils ont toujours un corps physique, mais pas physique matériel au sens où on l'entend nous, dans lequel on est conditionné. C'est un corps physique qui peut être rendu plus subtil. Quand on dit plus subtil, c'est-à-dire qu'il se rapproche du monde ou du plan éthérique à ce moment-là. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans la cavité qui a été découverte sous les monts Museji en Roumanie. Donc Radu Sinamar, l'auteur du livre, raconte les explorations qu'il a faites. Alors, ce que j'ai pas encore dit, qu'il faut expliquer d'abord, c'est que à partir de cette grande cavité qui a été découverte, entre parenthèses, dans cette cavité, j'ai pas le temps de détailler évidemment, mais je dirais juste que on a découvert des objets ou il y a des technologies, des objets qui ont été datés de 50 000 ans. Et ça témoigne d'une civilisation beaucoup plus évoluée que la nôtre, qui était présente sur Terre, qui est intervenue là, il y a au moins 50 000 ans. Ça pose question déjà. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur, donc c'est contemporain ou consécutif à cette présence-là, on dira extraterrestre, en l'attente d'autres explications. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à partir de cette grande salle qui a été découverte, il y a 3 grands tunnels qui ont été découverts et observés et explorés. L'un qui va vers l'Égypte, ça fait l'objet d'un livre. Un autre qui va vers l'intérieur de la Terre, c'est là que je voulais détailler un tout petit peu.
et un troisième tunnel qui va vers vers l'Inde et le Tibet et l'Irak en passant. Alors, pour ce qui est du couloir du tunnel qui conduit vers l'intérieur de la Terre, bon, ça va être un peu... C'est difficile pour moi de parler de ça, de choses qui dépassent tellement l'ordinaire, alors que j'ai pas le temps de développer, évidemment. Donc, les gens vraiment intéressés ne pourront qu'aller voir les livres de Radu Sinamar. Il y a 4 livres qui ont été écrits et traduits en français. Il y a 3 autres qui ont été écrits en anglais qui sont pas encore traduits en français. Donc là, rapidement, donc quand ils vont dans ce tunnel qui mène vers l'intérieur de la Terre, après des barrières énergétiques qui sont faites là pour empêcher que les simples curieux, d'abord, une fois que ce que j'ai pas dit, c'est que les Américains ont participé à ce qui est un tunnel qui a été creusé pour pénétrer dans cette grande cavité qui jusque-là n'était pas ouverte à l'extérieur. Autrement dit, tout ça est maintenant militairement bien gardé, évidemment, mais dès qu'on veut rentrer à l'intérieur, il y a des barrières énergétiques qui n'ont pu être désamorcées que grâce aux compétences d'un homme qui intervient là. On explique dans le livre qu'on appelle César et qui, lui, a des capacités paranormales, ce qui fait que lui, contrairement aux Américains, a été capable d'ouvrir ces portes, ces barrières de sécurité. Et au-delà de ces barrières de sécurité, il y a encore des barrières qui ne sont pas vraiment des barrières. On explique on appelle ça des sauts dimensionnels. Autrement dit, ça dépasse nos connaissances habituelles, évidemment, mais parce qu'on n'est plus déjà dans notre monde matériel. C'est ça qu'il faut comprendre. Les sauts dimensionnels, dans lesquels, quand on passe par là, tout devient flou, le sens de la vue, de l'ouïe sont perturbés, et on explique que ce sont des technologies qui nous dépassent complètement, et qui font que, en quelques mètres, quand on avance quelques mètres, on se trouve dans une autre dimension, et comme si on était à plusieurs kilomètres, peut-être centaines de kilomètres de là. Voilà, ce sont des sauts dimensionnels. Et tout ça pour expliquer que quand on continue dans ce couloir qui mène vers l'intérieur de la Terre, puisqu'on descend un peu vers l'intérieur, mais à un moment donné, on rencontre un gardien. Il y a toujours des gardiens qui nous permettent, puisque là, on n'est pas n'importe où, les explorations avaient déjà été faites préalablement, donc qui permettent à l'auteur du livre de continuer. Et en continuant, il s'est retrouvé très rapidement dans une grande cavité, on dira à l'intérieur de la Terre, et dans une cavité dans laquelle il y avait une ville. Donc on est à l'intérieur de la Terre, mais il y a une ville qu'on appelle Thomasis, la première ville qui a été visitée, 200 000 habitants. Il y a de la végétation, il y a un lac, il y a des habitations, il y a des hommes, donc des femmes, qui sont complètement comme nous en apparence, mais qui sont avec un niveau spirituel beaucoup plus élevé, qui vivent là depuis très longtemps. Ils nous expliquent que pour certains d'entre eux, ils se sont réfugiés dans ces cavités à l'époque des invasions humaines. Ça se passait dans ce qui est le territoire actuel de la Roumanie, avec la tribu des Das, qui avait été envahie par les Roumains. Donc à l'époque, ils s'étaient réfugiés dans ces cavités. Et il y a plusieurs cavités qui existent sous le territoire actuel de la Roumanie. L'auteur Radu Sinamar a visité une autre, qu'on appelle Apelos. Voilà, là je vais très très vite pour dire que visiblement il y a un grand nombre de cavités. Et là je ne parle pas des mondes auxquels on accède par le pôle Nord ou par le pôle Sud. Là on y accède par le mont Bouségie par exemple.
mais on peut imaginer qu'il y a la même chose. Enfin, c'est pas imaginer, on a fait les mêmes explorations dans certains lieux en Patagonie ou bien dans une réserve indienne aux États-Unis, et on peut imaginer que dans bien d'autres endroits sur la Terre, des lieux qui donnent accès à des cavités qui sont gardées secrètes par précaution pour nous protéger des envahisseurs potentiels parmi nous, parce que eux, ils vivent en harmonie, ils vivent dans la paix, ils vivent dans la sagesse. Voilà, ils ont un niveau spirituel, je disais, très élevé. Voilà, là j'ai fait un résumé très rapide qui me gêne un petit peu parce que c'est trop rapide, mais qui pour insister sur le fait qu'il y a une partie de l'humanité, je reviens sur le titre que j'ai donné à mon livre, parce qu'ils font partie de notre humanité, une partie de l'humanité donc qui vivent à l'intérieur de la Terre, dans des cavités comme telles que j'ai décrites là, dans lesquelles on trouve les mêmes conditions de vie que sur la surface de la Terre, là où nous vivons nous-mêmes. Et ils font partie de notre humanité, et je terminerai, sauf s'il y a d'autres questions évidemment, en disant que ils ont insisté aussi en disant que ils sont conscients de ce que nous vivons, nous, à la surface de la Terre. Ils sont dans une dynamique de nous soutenir et que les explorations qui ont été faites à partir des monts Museji en Roumanie font partie d'un plan pour nous divulguer aux hommes et aux femmes parmi nous qui sont prêts à entendre ça, c'est pas tout le monde encore, hein, pour divulguer ces réalités et en insistant sur le fait qu'ils sont là pour nous aider à traverser la période ou les périodes critiques dans lesquelles nous sommes engagés maintenant. Voilà ce que je voulais dire pour résumer très très vite mon livre. Il y a un mot que vous utilisez souvent, les cavités. Les cavités, est-ce qu'on pourrait traduire ça par les cavernes? Oui, pourquoi pas, sauf que dans mon esprit, enfin en France en tout cas, caverne c'est une cavité naturelle qui n'est pas habitée. Alors que là, ce dont je parle, ce sont des cavernes, mais des cavités qui sont habitées, aménagées, dans lesquelles il y a de la lumière. Comment est produite cette lumière, ça fait partie des vraies questions. Et il y a de la chaleur. Il y a toutes les conditions pour qu'il y ait une vie tout à fait harmonieuse, telle qu'on peut l'imaginer, hein, avec une faune et une flore et des êtres humains qui vivent. Daniel Arand, là, vous commencez l'émission de télévision que je voulais faire avec vous. C'est là où vous finissez, moi, je commence avec vous, là. Parce qu'on va commencer en disant cette énergie qu'on appelle le vril. Oui. Les nazis avaient trouvé de secrets. Ils avaient été même initiés à entrer dans ces endroits. Et c'est pas pour rien que l'amiral Byrd est allé dans l'Antarctique, parce qu'on a vu qu'il y avait des installations nazies allemandes de la Deuxième Guerre mondiale déjà. Et on nous a fait comprendre qu'en Argentine, entre autres, il y a eu beaucoup de ces hauts gradés ou de ces grands scientifiques allemands qui ont fui la fin de la guerre quand ils ont compris que c'était pour être eux qui seraient battus. Ils ont pris des sous-marins qui les ont conduits en Argentine. Ils ont pris une nouvelle identité. Il y a des places là-bas où il y a des villages où les gens parlent allemand. Il n'y a pas de raison. On parle le portugais ou on parle l'espagnol, mais pas l'allemand. Mais pourquoi ils parlent tous l'allemand? Parce qu'ils viennent de là. Ils ont fui l'Allemagne, mais ils étaient en connexion avec la fameuse société du Vril, la société de Thulé. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Bon, le soleil noir. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre émission aussi. En effet, il y a suffisamment de matière pour faire complètement une autre émission. Bien, c'est ce qu'on va retrouver dans le Club Créé pour nos abonnés du mois de mars au Club Créé du mois de mars. Vous voyez le poster, l'image est toute ondulée car on aura affaire à d'autres dimensions, d'autres plans vibratoires qui nous permettent d'entrer en relation avec ces êtres des plans dans l'éther.
Nous ne vivons pas sur le toit de notre maison, mais nous vivons à l'intérieur de la maison, comme ces êtres qui ont déjà connu des civilisations florissantes en surface de la Terre et qui ont été obligés de se rapatrier à l'intérieur de la Terre pour se protéger de destruction massive de très très anciennes civilisations. Alors, je vous invite à entendre un court passage réservé aux abonnés du Club créé que je trouve fondamental, que tout le monde doit connaître. Parce que cette cité Shambhala est réservée aux initiés, donc ceux qui ont atteint un niveau spirituel suffisant. César, celui qui a permis de découvrir et de défaire les barrières énergétiques dans le complexe Bouséji, César, lui, on comprend que c'est un niveau spirituel autrement plus élevé encore. César est déjà allé plusieurs fois à Shambhala, alors que c'est un homme qui vit parmi nous, on pourrait dire, en Roumanie, c'est un chef des services secrets roumains. Mais Radu Sinamar, qui est déjà très avancé par rapport à la plupart d'entre nous, mais n'a pas atteint un niveau spirituel suffisant qui lui permette d'entrer dans Shambhala. Mais pour moi, c'est très important aussi ces détails de connaissances-là, parce que j'ai fait le lien. Chaque fois que je peux, je fais le lien avec les connaissances spirituelles. Et Rudolf Steiner, pour moi, c'est une source très importante de connaissances. Et Rudolf Steiner avait expliqué que cette cité de Shambhala, elle existe parfaitement, qu'elle était connue des anciens. Elle était connue parce que les anciens la connaissaient pour l'avoir intégrée, y être entrée, que maintenant cette cité Shambhala, elle a été rejetée, si on peut dire, des connaissances actuelles, comme si ce monde-là n'existait pas, alors que Rudolf Steiner insiste en disant que dans un avenir qu'on peut espérer proche, cette cité Shambhala sera de nouveau accessible aux êtres humains. Ils seront rendus aptes à rentrer dans cette cité. Autrement dit, ce que je comprends, c'est qu'il y aura à l'avenir, un avenir relativement proche peut-être, peut pas être plus précis, de plus en plus d'êtres humains parmi nous qui auront élevé leur niveau de conscience, leur niveau de spiritualité, pour être aptes à pénétrer et à vivre, à connaître ce monde de Shambhala. Ça, c'est quelque chose qui me semble important aussi. Une autre chose que je voulais partager aussi, mais sur notre sujet, à moins que vous ayez des questions sur Shambhala encore. Non. Là, Daniel Aran, je suis ému. Parce que c'était pour ça que je voulais vous retrouver. Merci Richard. C'est précieux ce que vous dites là. Mais ça me touche aussi parce que j'ai à cœur aussi de trouver le moyen de partager tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Moi, ça fait 47 ans que je parle au public au Québec. J'ai reçu de tous les acabits, de tous les niveaux, les gens qui étaient informés. Vous avez un travail minutieux de fourmi qui va chercher des petites informations à droite. Vous mettez tout ça en place. Vous avez une formation scientifique. Vous êtes un homme intelligent, vous êtes un homme conscient. Et tout ça, vous en faites, vous l'appropriez pas là, comme un bien jalousement gardé. Au contraire, vous le diffusez. Vous voulez que les gens, par une espèce de pédagogie, s'instruisent. Et vous touchez des choses importantes, mais importantes, c'est pas croyable. Et il faut que les gens prennent le temps de digérer l'information qui passe. Et tout ça, c'est chapeauté par Orandia. Je fais juste vous faire une parenthèse. Shambhala, c'est la ville de la sagesse. On l'appelle l'oasis de paix, l'oasis de lumière. Et à Shambhala, à côté, il existe un coin, un département qui s'appelle Orandia. O-R-A-N-D-I-A. Et Orandia, c'est le droit universitaire. Tout être humain qui veut avoir des connaissances est invité à aller poser ses questions. Il va recevoir toutes les réponses.
C'est un peu comme le chat GPT, vous savez, le chat GPT, c'est rendu dans les ordinateurs là, sur la Terre. Là, vous posez une question, vous recevrez la réponse d'ici 30 secondes, 1 minute, 2 minutes maximum. Et toute la réponse, c'est données détaillées, parce que de l'accumulation de tout ce qui a été accumulé par les ordinateurs de toutes les langues du monde, ChatGPT, c'est le recueil de toute l'information accumulée. Et ils vont chercher très précisément la réponse à votre question, puis vous l'avez instantanément. Et dans Orandia, l'être rentre là. Toutes les questions qu'il se pose, qu'elles soient métaphysiques, physiques, scientifiques, il a la réponse. Seulement une chose arrive, c'est qu'en sortant d'Orandia, plus vous vous êtes posé de questions et vous avez eu de réponses géniales, et vous avez tout compris, et vous sortez, plus vous en avez posé de questions, plus vous êtes mélangé après. Parce que votre cerveau biologique, qui n'est pas le cerveau éthérique, parce que rendu là, tu es avec un corps éthérique. Mais quand tu reviens ici, tu reviens avec tes attributs normaux, un corps biologique avec des cellules et de l'influx nerveux, puis des neurones, puis tout ça. De l'autre côté, il n'y a pas de ça, là. Tu es dans l'éther. Mais quand tu arrives ici, tu as des bribes. Mais c'est pas pour rien qu'ils l'appellent le fleuve de l'oubli. C'est pas parce que tu oublies, c'est parce que tu n'as pas les capacités d'emmagasiner autant d'informations que quand tu es là-bas avec ton corps éthérique. C'est un cerveau, je dirais, si ici on a 2 lobes, on voit en noir et blanc, en gris finalement, mais de l'autre côté, tu as en 4 lobes. Alors, tu as RGB, Red, Green, Blue et Yellow. Et là, tu vois en couleur. Hey, tu peux percevoir des détails que tu ne peux pas percevoir en noir et blanc. Mais quand tu reviens ici, tu retrouves tout en noir et blanc. Comment expliquer quelque chose qui est en couleur quand tu ne peux pas te servir de la couleur pour l'expliquer? Alors, c'est à peu près la même chose qui se passe. Alors, on est dans un univers extrêmement important. Et depuis 47 ans, j'ai, dès le début, enseigné à mon public, tombez pas dans le piège des extraterrestres qui arrivent des confins de l'univers en soucoupe volante. C'est intraterrestre. J'ai reçu un spécialiste qui est allé, lui, et qui est revenu, qui nous a instruit. Pour les abonnés au club créé, pour le mois de mars, il y a déjà des suppléments aux vidéos Orandia numéro 8, 9 et 11. D'abord, tous aux abris, avec M. Pierre Paris. Ensuite, avant le jour d'après, le 24 février 2023, avec Stéphane et Pierre Paris. Et aussi un supplément à la rencontre d'aujourd'hui avec M. Daniel Aran sur l'humanité à l'intérieur de la Terre. Maintenant, on sait, dans d'autres dimensions, ils sont ici parmi nous, dans l'invisible. Il y a aussi, pour les abonnés du club créé du mois de février, 3 vidéos, ainsi que pour le mois de mars, dont vous reconnaissez sûrement les icônes avec les différents invités et les différents sujets. Je vous invite à consulter le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia à orandia.com. Vous pouvez toujours communiquer avec M. Gilles Surprenant à son adresse pour lui apporter des éléments complémentaires textuels, visuels, des liens avec des sites Internet que vous retrouvez très intéressants, qui ajoutent toujours des compléments aux vidéos Orandia, qu'il ajoute lui-même à chaque nuit suivant le vidéo Orandia du samedi soir. Merci. Merci particulièrement à ceux qui sont abonnés au Club Créé. C'est ce qui nous permet, grâce à votre abonnement, de continuer à fournir gratuitement pour tout le monde le samedi soir les vidéos Orandia du samedi soir. Un pouce par en haut, très apprécié, ainsi que certains petits icônes comme un petit cœur ou des choses comme ça pour les messages, les commentaires apportés sous le vidéo Orandia. Merci, c'est un rendez-vous dans le Club Créé et à la semaine prochaine. Bonne semaine.